Vous l'aurez compris, à l'occasion de cette exposition 1001 orchidées à voir en ce moment au Jardin des Plantes à Paris, avec une exceptionnelle diversité d'orchidées, nous vous proposons de questionner l'impact du changement climatique sur ces espèces en milieu naturel et en France, et d'en faire un état des lieux, se poser des questions aussi, comment travaille-t-on scientifiquement sur ce terrain, et ce que nous révèlent les observations récentes sur la migration de certaines espèces d'orchidées, du sud au nord de la France, on l'observe déjà, comment les sciences participatives interviennent dans le recueil de ces données précieuses pour les chercheurs, et sont un véritable atout aussi pour améliorer nos connaissances, et puis quelles actions faut-il engager pour préserver cette biodiversité. Voici quelques-unes des questions auxquelles vont répondre nos 4 invités. Avec nous, Denis Larpin, bonsoir. Bonsoir. Je précise que vous êtes botaniste, responsable des collections végétales tropicales des jardins botaniques du Muséum, et vous êtes commissaire de l'exposition 1001 orchidées. Vous pouvez nous en dire plus, peut-être? Vous n'êtes pas que spécialiste des orchidées, d'ailleurs. Non, je ne suis pas spécialement spécialiste des orchidées, mais à force, avec toutes ces années, ce n'était pas mon domaine de recherche au départ, mais avec ces expositions, avec le contact avec différents chercheurs, etc., les orchidées, je commence à connaître bien. Non. Avec nous également, alors je commence par les messieurs, puis dans l'ordre, Sébastien Filoche, directeur scientifique du Conservatoire botanique national du bassin parisien. Vous pouvez nous en dire plus aussi? Bonsoir, oui. Donc, moi, je suis botaniste aussi à la base. Je travaille au Conservatoire botanique. Alors, avec une particularité, c'est un service du muséum qui est au sein de la direction de l'expertise. C'est pas vrai pour l'ensemble de tous les conservatoires botaniques, puisque les conservatoires botaniques, c'est un vaste réseau qui est implanté sur tous les territoires au niveau national, Corse et puis Outre-mer. Et donc, nous sommes ici un service du museur implanté au muséum. Merci. À vos côtés, Solène Agnew, doctorante en écologie des communautés végétales au Centre d'écologie et des sciences de la conservation, le CESCO. Et donc, Solène Agnew fait sa thèse avec le CESCO et avec aussi l'ARB, c'est ça, l'Agence régionale de la biodiversité d'Île-de-France. Exactement, qui est rattachée à l'Institut Paris Région. Et donc moi, contrairement à Sébastien et Denis, je ne suis pas spécialiste orchidées ou botaniste, mais dans le cadre de ma thèse, je travaille sur des données de suivi de la flore, donc Vigiflore, qui est un programme de sciences participatives dont on parlera plus tard. Et je travaille plutôt sur l'étude du coup des changements de la flore en Île-de-France et en France, et les conséquences pour les interactions entre plantes et pollinisateurs. Et donc, pour vous expliquer rapidement ce qu'on fait lorsqu'on fait une thèse, classiquement, c'est plutôt beaucoup d'analyse de jeux de données et un peu d'acquisition. Bon, moi, pour ma part, donc je travaille sur des données qui sont déjà acquises. Et donc, voilà, un peu de terrain, beaucoup d'ordinateurs. Travailler sur différentes espèces, pas que les orchidées. Exactement. Il y a une petite partie. La flore de manière générale. Oui. Merci Solène. Et à mes côtés, Fanny Mallard, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes docteur en écologie de la SNPN, c'est la Société nationale de protection de la nature, une des plus anciennes, on peut le dire. Elle a été créée en 1854. 1854. Et donc vous êtes directrice scientifique et chercheur associée à l'UMR Passage du CNRS. Exactement. Donc la SNPN, effectivement, c'est la doyenne des associations de protection de la nature. Et on gère 3 réserves naturelles nationales. La réserve nationale de la Camargue, du lac de Grandlieu et aussi de la Plaine des Maures. Et au-delà de ça, on a aussi un pôle recherche-action. On travaille sur des programmes à l'interface entre la science et la société. Et l'idée, c'est de travailler, donc on a 3 thématiques. Une thématique sur la régénération des forêts post-incendie. Également une deuxième thématique sur la renaturation des cours d'eau par l'ingénierie du castor. Et la troisième thématique qui va être en lien avec ce qu'on va discuter aussi aujourd'hui, c'est les zones humides, et plus particulièrement les petites zones humides. On travaille sur la protection, la restauration et la création de réseaux de petites zones humides. Et on trouve des orchidées, mais pas que, mais surtout dans des écosystèmes qu'il faut aussi préserver pour pouvoir préserver aussi les orchidées. En guise d'introduction, je vous propose une courte présentation visuelle de l'exposition Orchidées en milieu naturel. Denis Larpin, vous êtes prêt pour lire l'immersion florale? Oui, mais peut-être que au cours de mon explication, peut-être je le diffuserai. Si vous voulez les voir déjà. Vous voulez, allez-y. Ça sera... L'idée, c'est de se dire, quand on parle des orchidées, de quoi parlons-nous? De quoi parlons-nous? Voilà. Donc, je vais vous
parlait déjà de notre... Alors, l'exposition 1001 orchidées, c'est la 12e édition. Donc, ça fait déjà des années et on varie les thèmes, etc. Mais on a toujours cette cohérence d'inviter des exposants. Alors, vous voyez, là, c'est la brochure de l'exposition avec différentes choses à voir. On a 6 exposants qui sont invités, donc ce sont des orchidéistes, des producteurs d'orchidées qui nous présentent leurs plus belles pièces. Et on a aussi la ville de Paris qui est invitée, donc les serres d'Auteuil, qui présentent ses collections, une partie de sa collection. Nous avons aussi les associations françaises d'orchidophilie, les 2 associations, la Fédération France Orchidée et l'Association française Culture et Protection des Orchidées, la FCPO. Vous pourrez au cours de l'expo aussi voir des parcours découvertes à travers des coups de cœur, voilà, de Christophe Duminil, qui est le responsable de la serre d'orchidées du Sénat. Parce qu'au Sénat, il faut le savoir, il y a aussi une très belle collection d'orchidées qui n'est pas visitée, mais ils ont des pièces, des spécimens très, très beaux, très rares, et ils sont aussi dans la création. Et des coups de cœur des jardiniers du muséum. Il y a aussi la boutique éphémère, qui est à la sortie des serres, dans laquelle vous pourrez acquérir, voilà, de très, très beaux spécimens. Voilà. Et une exposition photographique qui est aussi un fil conducteur dans l'exposition, où vous pourrez découvrir des orchidées dans différents milieux, essentiellement tropicaux, mais aussi dans d'autres climats. Je vais vous montrer un petit peu des différents orchidées dans différentes régions du monde, parce que les orchidées, alors on va en parler beaucoup en France avec mes 3 collègues. Moi, je suis responsable des collections tropicales du muséum. Donc, il faut savoir que les orchidées, dans le monde, c'est près de 30 000 espèces pour l'instant qui sont décrites. Et il y a beaucoup d'autres sont encore méconnues ou non décrites. Et plus de 90% des orchidées vivent dans les régions tropicales, en fait, et la plupart dans les forêts tropicales humides. Voilà, donc on a au muséum une collection importante de près de 1000 taxons, c'est-à-dire des espèces, des sous-espèces. Voilà, on a aussi des cultivars horticoles, à peu près 90 taxons différents. Et en totalité, on a à peu près 2000 plantes, voilà, d'orchidées qui sont situées dans les serres de l'arboretum de Versailles-Chevreloup, alors qu'ils ne sont pas visités par le public. Mais voilà. Donc on a des collections très intéressantes. Elles existent partout dans le monde, Alors les orchidées, elles existent partout dans le monde. C'est une famille très riche, très diversifiée, très adaptée au cours de l'évolution. Elles se sont adaptées à différents milieux, différents climats. Alors on n'en trouve pas dans les pôles, au niveau de l'Antarctique, de l'Arctique, et pas à ma connaissance dans les rivières, dans les cours d'eau. Sébastien peut-être je ne pense pas qu'il me contredira là-dessus, mais c'est à peu près tout, parce qu'elles ont colonisé les déserts, les déserts les plus arides non plus, mais elles ont colonisé tous les autres climats avec beaucoup de réussite au cours de l'évolution. Donc ce qu'on peut voir ici, alors il y a des photographies en Asie. En Asie du Sud-Est, vous avez par exemple, on a une vanille ici, comment on peut faire défiler. Là, vous avez une vanille, par exemple, une vanille de Madagascar, dans une zone très sèche de Madagascar, une forêt sèche. C'est une vanille, Vanilla bosseri, qui n'a pas de feuilles. Donc c'est la tige qui permet la photosynthèse, et c'est une vanille qui est adaptée à un climat très très aride. Là, vous avez toujours à Madagascar, dans les forêts littorales, une orchidée, c'est l'étoile de Madagascar, très emblématique de l'île, en Graecum, c'est Squipedale. Là, vous êtes en Afrique, mais dans les savanes. Voilà, une savane de Tanzanie, une savane humide. À droite, vous êtes en Nouvelle-Calédonie, dans le maquis minier, ce qu'on appelle le maquis minier, qui est une zone de végétation très particulière sur des sols riches en métaux lourds.
là, vous êtes en Colombie, mais vous n'êtes pas dans la forêt tropicale. Là, vous êtes dans les Andes à très haute altitude, donc dans ce qu'on appelle les paramos, au-dessus de 4000 mètres, et où il fait vraiment froid. Et donc, ce sont des prairies, des hauts plateaux. Et là, vous êtes toujours en Colombie, mais là, dans la forêt à nuages, qui est à des altitudes un peu inférieures, mais une forêt qui est baignée par les brouillards, les pluies, avec une humidité quasi constante. Alors là, on est en France. On va avoir plusieurs exemples d'orchidées françaises. Là, on est dans la prairie avec une Ophrys, l'Ophrys bourdon. Là, à droite, c'est très intéressant, c'est une orchidée qui n'a pas de chlorophylle, qui est donc avec ces couleurs ternes, brunes. Voilà, donc elle est associée à des champignons, hein, et c'est ce qu'on appelle une orchidée myco-hétérotrophe, c'est-à-dire qu'elle acquiert ses nutriments grâce au réseau de champignons souterrains. Là, on est en France toujours, on est en Pologne, mais on trouve cette orchidée aussi en France, dans une prairie humide, l'Epipactis des marais, et le célèbre sabot de Vénus, sans doute que vous avez observé ou vu en image, qui est quand même peut-être l'orchidée la plus célèbre, qu'on va trouver en France aussi, en forêt ou en sous-bois ou dans des zones ou en lisière. Là, on est des orchidées, les orchis, le grand groupe des orchis et des dactylorhizes, l'orchis pourpre à gauche, en Bourgogne et en climat méditerranéen. Alors en France, il y a beaucoup d'orchidées. Il y en a, bon, le chiffre, moi je suis sur 160 espèces, mais peut-être que voilà, on est autour de ça. Après, il y a des hybrides naturels, bon, voilà. Mais il y en a dans différentes régions françaises. Les plaines, les prairies, le littoral. Mais il y en a beaucoup dans le sud, la majorité dans le sud de la France, et notamment en Corse, avec beaucoup d'endémiques. Voilà. Alors on va justement voir, sauf si vous vouliez nous montrer d'autres orchidées, hein, Denis Larpin. Voilà. Vous parliez des croisements aussi, enfin des hybrides naturels, il y a les hybrides horticoles aussi. Hein, alors voilà, donc alors pendant l'exposition... l'exposition, elle est essentiellement tropicale, du coup, parce qu'on est dans les serres tropicales. Voilà. Donc, il faut savoir que les orchidées sauvages, donc à peu près 30 000 un peu moins 30 000 espèces décrites, plus toutes celles qui n'ont jamais encore été découvertes, il y en a beaucoup, sans doute. Et il y a aussi tout ce qu'on appelle les hybrides horticoles, ou les cultivars, les variétés qui sont créées par l'homme. Voilà, par des processus de croisement entre des espèces qui ont un intérêt particulier et des sélections ensuite, et puis des clonages par différentes techniques de multiplication, notamment la culture in vitro, et qui permettent d'obtenir les variétés que vous, sans doute, que vous voyez, que vous achetez aujourd'hui chez les fleuristes, etc. Voilà. Donc ça, on en est à plus de 100 000 créations hybrides. Alors on va s'intéresser justement à la localisation de ces espèces propres à nos contrées, en France, dans des paysages variés. Où les trouve-t-on principalement, Solène Agnew? On peut peut-être commencer avec vous. Oui, du coup, moi, je voulais vous présenter... Merci. Oui. Du coup, moi, c'est pas vraiment la vraie répartition de ces espèces-là, mais c'est grâce aux données de sciences participatives, donc du programme Vigiflore. Peut-être que je définis rapidement ce que sont les sciences participatives. Je ne sais pas si tout le monde connaît ou pas, mais c'est des programmes qui visent à impliquer les citoyens dans la collecte de données, pour une définition assez simple. Et ces données-là vont être analysées. Donc, par exemple, ce que je fais dans le cadre de ma thèse, et vont permettre de voir un peu, de suivre les changements de biodiversité dans le temps et dans l'espace. Donc là, pour Vigiflore, c'est un suivi de la flore de toutes les espèces de France. Et donc pour cela, on a des protocoles assez rigoureux, on va dire, à mettre en place. Et c'est ce qui va permettre donc d'avoir ces données qui soient comparables dans le temps et dans l'espace. Donc là, je vous ai mis une photo pour illustrer donc le protocole Vigiflore, où vous voyez ce qu'on appelle donc des quadras, des carrés de 1 mètre sur 1 mètre. Et là, c'était juste pour que vous puissiez visualiser un peu donc, ce qu'on demande donc, ces programmes de sciences participatives, par exemple. Et
Donc ça c'est pour Vigiflore. Là c'est un exemple d'orchidée. Il y a Anya du coup qui avait participé au suivi de la flore, qui m'a partagé des photos. Donc là c'est une orchidée rencontrée à proximité d'une placette Vigiflore, d'un site Vigiflore. Et donc là c'est la carte donc de la répartition des observations des orchidées donc, qui ont été observées depuis 2009 en France. Donc, vous voyez qu'il y en a quand même pas mal dans le sud-est de la France. Il y en a quelques-unes aussi dans les Pyrénées, dans les Alpes. Et bon, en Île-de-France, on a l'impression qu'il y en a pas mal aussi, mais c'est aussi lié à l'effort d'échantillonnage, parce que le laboratoire, par exemple, le CESCO, dans lequel je travaille, suit 50 mailles régulièrement, donc chaque année. Donc, c'est pour ça qu'on a aussi cette concentration en Île-de-France. Mais donc, on voit qu'il y a quand même aussi, pour chaque couleur, donc c'est les différents genres. Et donc une assez grande diversité en orchidées, et notamment donc, dans le sud. Solène, on peut peut-être préciser, Vigiflore, ça dépend de Viginature ? Exactement. Du coup, c'est un des programmes... en 1989. C'est ça, pour le stock, en tout cas, a été lancé en 1989. Et donc, oui, c'est un des programmes proposé par Viginature, donc qui est lui-même un programme de sciences participatives qui présente des suivis pour différentes actions. Et donc Viginature qui est aussi soutenu par l'Office français de la biodiversité et des associations aussi selon les programmes. Donc vous pouvez aller sur le site de Viginature si jamais vous êtes curieux. Alors on peut préciser aussi que dans cette répartition, certaines ont pu être transportées de manière fortuite dans des régions qui n'étaient pas les leurs. Oui, peut-être que mes collègues ont... Oui. Après, en fait, après, lorsqu'on travaille sur les tendances, finalement, au niveau des orchidées, on va avoir plusieurs cas de figure qui vont expliquer en fait la répartition des espèces. Donc, on a les espèces qui sont présentes habituellement, que l'on peut voir chez nous de manière historique. Et celles-là, celles qui sont liées au milieu thermophile, chaud, en fait, ont tendance à augmenter leur aire de répartition. C'est le cas chez nous de l'orchis pyramidale, l'orchis bouc, l'ophrys abeille, des espèces que l'on connaît, qu'on peut avoir dans son jardin. Et on s'aperçoit depuis 10 ans qu'il y a une forte tendance positive avec une colonisation de milieux qui part de milieux de pelouse thermophiles, mais qui ces espèces-là en fait vont emprunter des couloirs naturels qui sont les talus de route, les ronds-points, les jardins, la ville, et en fait se sont adaptés pour coloniser bien d'autres milieux. On va aussi avoir des espèces qui vont, on parlait, d'espèces qui vont augmenter leur aire naturelle et qui vont remonter, alors soit via la façade sud-atlantique, on parle des méditerranéo-atlantiques. On va avoir un tas d'espèces comme ça qui vont contourner le massif central par l'ouest pour venir petit à petit, alors s'échouer non, mais vont arriver sur l'île de France et probablement continuer leur progression vers le nord, des espèces qui avant étaient connues que du domaine méditerranéen. Sous l'effet de quoi? Est-ce que là, on voit ces orchidées sentinelles du climat ou il y a peut-être d'autres... D'ailleurs, on peut aussi parler d'autres pressions qui s'exercent sur elles. Là, clairement, alors il faudrait avoir une visu. Là, on a une vision sur 20 ans, mais clairement, on peut s'interroger sur le réchauffement climatique, le fait qu'on ait des hivers moins froids, pas de gelée, des printemps précoces beaucoup plus chauds. Certainement que ça favorise ces espèces-là. On a aussi, alors on parlait de patch, en fait, d'arrivée fortuite. On a des espèces en fait qui arrivent, donc leur aire de répartition habituelle, c'est la Méditerranée. Donc, typiquement, on pourrait dire qu'ils n'ont rien à faire chez nous et qui fleurissent. C'est ce qu'on s'appelle depuis 2-3 ans. On a des espèces. On a une espèce qui est pratiquement qui est endémique méditerranéenne, c'est Rapias neglecta, qui a fleuri en Île-de-France. Alors cette espèce certainement est arrivée complètement... On l'a en visuel ou pas, non? Oui, cette espèce est complètement arrivée fortuitement, et on va parler d'espèces accidentelles. Ce qui nous interroge, c'est sa capacité à fleurir, c'est-à-dire que normalement cette espèce-là n'aurait peut-être pas
pas dû fleurir si on avait eu un climat qui n'aurait pas été modifié. Là, le fait qu'on ait depuis 3 ans des climats très chauds, des étés très chauds, bah, certainement que ça a permis à cette espèce-là de fleurir. C'est le cas aussi de l'Ophrys speculum, de ces espèces-là. Donc là, elles arrivent, elles sautent, elles passent de la Méditerranée pratiquement à l'Île-de-France. Autre pression, mais ce ne sera pas le sujet de ce soir, mais il faut toujours avoir ça en tête, les intrants chimiques, l'urbanisation notamment. Alors après, ça, c'est d'autres pressions. Ce qui est difficile à voir, en fait, sur le côté menace et disparition des espèces, c'est sur la flore, c'est de savoir, en fait, quel est le facteur qui va influencer le plus. Donc, le climat est un facteur, mais après, on peut avoir les facteurs anthropiques, on peut avoir les facteurs d'intrants chimiques, de dégradation de l'habitat, etc. Tout ça va faire que l'autre côté, il y a celles qui progressent et puis il y a les espèces qui disparaissent. Donc, alors, en quoi est-ce que ces orchidées sont donc des sentinelles du climat? Vous nous avez dit qu'on voyait bien qu'il y avait une migration, on peut dire. Est-ce que vous voyez aussi d'autres phénomènes, adaptation, évolution, changement physiologique sur les orchidées? Ça, on peut s'interroger. C'est-à-dire que là, je parlais d'espèces en fait qui étaient liées uniquement aux pelouses, à des habitats on va appeler naturels, pelouses, calcicoles, prairies. Alors, surtout les pelouses calcicoles. Et ce qu'on s'aperçoit, c'est que ces espèces, en fait, n'hésitent pas maintenant, certaines espèces, à coloniser des milieux qu'on va dire anthropiques, du coup, normalement, moins adaptés. Moi, c'était le cas il y a 20 ans. Et du coup, là, pour le coup, je ne pourrais pas vous le dire, mais on se retrouve avec une espèce, par exemple, en Île-de-France, une espèce où on connaissait une station sur un aqueduc, une pelouse sableuse complètement oligotrophe, on avait mis en place un plan de conservation pour la protéger, parce qu'on devait déplacer, etc. Et 20 ans après, cette espèce-là revient en Île-de-France et s'installe dans des friches industrielles, là où elle n'aurait jamais dû être. Et donc on peut s'interroger sur quel niveau d'adaptation, est-ce que au niveau génétique, l'espèce s'est adaptée pour pouvoir recoloniser ces milieux. Est-ce qu'il y a d'autres facteurs? Ça, on ne le sait pas. Alors, est-ce que certaines sont sur liste rouge et certaines ont même déjà disparu? En France, je ne crois pas qu'il y ait si, il y a une espèce qui a disparu en France il y a très longtemps, mais elle était vraiment en limite d'air. On a beaucoup d'espèces menacées. Ça, c'est clair. Beaucoup d'espèces menacées, Alors, de l'autre côté, je disais celles qui progressent, mais celles qui régressent et sont liées aux zones humides. Peut-être on en reparlera. Les espèces qui sont liées à des climats beaucoup plus frais, des espèces boréo-alpines qui, en plaine, en fait, n'arrivent plus à s'adapter face au changement climatique et du coup vont être beaucoup plus visibles dans les Alpes et même dans les Alpes. Alors, j'ai pas le cas sur les orchidées elles-mêmes, mais on s'aperçoit que certaines espèces ont tendance à avoir elles progressent vers les sommets, en fait, vont remonter au niveau de la montagne, vont passer, on les trouvait peut-être aux alentours de 1000 mètres, 1500 mètres, et maintenant on va les retrouver à 2000 mètres, puisqu'en fait elles vont chercher la fraîcheur pour pouvoir s'adapter au changement climatique. Alors, on a compris avec Solène Agnew comment on procédait aussi, et puis avec cette science participative. Peut-être que vous pouvez nous parler, Sébastien Filoche, du travail mené par le Conservatoire botanique national, présentation peut-être des fonctions aussi du conservatoire, et puis comment vous parvenez à ces inventaires, cette cartographie, ce suivi. Donc en fait, dans notre objectif, en fait, c'est la connaissance, la conservation, alors l'appui aux politiques publiques, la communication et la gestion des bases de données. Ce que l'on fait, vraiment, la connaissance est au cœur de notre métier. Et on est passé de connaissances un petit peu
via un protocole qui était là pour récupérer de la donnée, on est passé vraiment à un observatoire et un suivi maillé de maille 5.5 sur du très long terme pour pouvoir éventuellement commencer à travailler sur des tendances temporelles. Ça va être un petit peu différent de Vigine, on se base sur de l'inventaire maille et qui va être lié au milieu. On va aller chercher les différents écosystèmes. Et par exemple, là sur la diapo, ce que l'on peut voir, voilà, c'est 25 ans en fait, d'inventaire en Île-de-France. Et l'objectif, c'est de savoir est-ce qu'à partir d'un inventaire par maille, on était capable d'avoir des tendances. Et maintenant, en fait, on utilise une application qui s'appelle Frescalo, qui a été développée par les Anglais. Et suite à une collaboration avec le CESCO, l'Angleterre, on a appliqué en fait cette application aux données et voilà ce que cela donne. Alors vous voyez la carte de Anacamptis pyramidalis, je vous en parlais tout à l'heure, en 2010. Voilà la carte après en 2000. Après 2010, avant 2010, après 2010. Et à côté, vous avez la courbe de tendance où on voit une progression significative de l'espèce. On peut même aller plus loin, c'est-à-dire qu'on sait très bien par où elle colonise. Alors pour ceux qui habitent la région, elle colonise, on s'est aperçu qu'elle était arrivée via elle avait colonisé préférentiellement via les coteaux de Seine, vers le nord-ouest de l'Île-de-France, et puis après, bien sûr, via le sud, via l'Essonne. Voilà un des exemples donc, sur ces suivis. Alors peut-être que je peux vous montrer quelques cartes. Alors c'est des cartes qui sont tirées de la base de données Lobelia. Elle ne couvre pas tout le territoire, je m'en excuse. C'est quelques CBN qui se sont accordés pour partager leurs données. Voilà la carte d'Anacamptis pyramidalis, donc l'orchis pyramidal qui augmente fortement. Ici, on a une espèce qui est le Serapias lingua, qui colonise, alors j'ai pas la carte, mais en fait qui est méditerranéenne et qui va remonter, on voit très bien qu'elle remonte via la façade atlantique et qu'elle arrive dans le Val de Loire et par un saut de puce arrive maintenant en Île-de-France. Ici vous avez l'Ophrys speculum, on parlait tout à l'heure d'espèces fortuites qui arrivent en pas. Là c'est la carte, on voit un point à Bourges et un point en Île-de-France. Alors, j'en ai pas beaucoup. La dernière, peut-être Himantoglossum robertianum, qui, elle, remonte via la vallée du Rhône et qui, ensuite, en arrivant à Dijon, a sauté le Morvan pour arriver chez nous et qui continue sa progression vers le nord. Là, si vous avez quelques visuels, parce que c'est vrai que moi, j'avoue qu'en entendant le nom, je ne connais pas toutes les orchidées. Peut-être juste une dernière, parce que là, j'ai montré celle qui progressait, celle qui régresse. Voilà, en pleine, c'est le Glossum virani, l'orchis grenouille. Tous les petits points noirs, marrons, là, noirs que vous voyez, ce sont les stations qui ont disparu et qu'on n'a pas retrouvées. Voici quelques photos. Le micro. Alors c'est le glossum. Alors sur la carte, voilà, ce qu'on va voir, c'est qu'elle est présente sur les massifs montagneux, massif central, sur le Doubs, l'Ain et les Pyrénées. Vous parliez de collaboration avec d'autres pays. Est-ce que les uns et les autres, vous collaborez avec, vous parliez, Sébastien, de l'Angleterre, par exemple. À quoi servent peut-être ces collaborations? À quoi servent ces collaborations? Moi, je suis arrivée après la collaboration du coup avec l'Angleterre, mais ça permet du coup aussi de voir si on observe les mêmes choses dans les autres pays et si on a les mêmes causes pour expliquer ces effets-là ou pas, et pas juste se centrer sur la France, mais avoir une vision plus globale des changements liés par exemple au changement climatique ou aux autres pressions. D'accord. À l'échelle européenne en tout cas. À l'échelle européenne par exemple, oui. D'accord. Et pour l'instant, ça donne quel résultat ? Sébastien Filoche. Et c'est similaire, c'est ce qu'on voit. Alors, pas forcément sur les orchidées parce qu'on n'a pas encore partagé, on n'a pas tout partagé, mais sur quelques exemples, on note des tendances similaires sur des espèces liées au milieu chaud. Et puis on note aussi des tendances similaires sur des espèces un peu plus communes liées aux moissons. Donc là, c'est d'autres espèces aux moissons, aux espèces qui sont liées au milieu acide aussi. Et les moissons acidiphiles, on s'aperçoit que là où les espèces étaient communes,
dunes, certainement qu'à force d'enrichir en fait les champs en matériaux calcaires, en fait, ça a une incidence. Donc on va favoriser les espèces plutôt calcicoles par rapport aux espèces sur silice. Voilà. Mais c'est vrai que quand l'on compare nos données avec les tendances de Vigiflor, par exemple, on voit nettement que les espèces thermophiles sont favorisées actuellement par le climat. Fanny Mallard, vous allez pouvoir nous entraîner aussi dans d'autres univers, d'autres écosystèmes, mais dites-nous justement ce travail aussi qui est mené avec la Société nationale de protection de la nature. Oui, peut-être aussi pour compléter sur les collaborations avec d'autres pays. Avec d'autres pays où c'est très intéressant parce que quand on va travailler notamment sur les scénarios du changement climatique et de comprendre l'impact sur la répartition des espèces, c'est très important de regarder ce qu'on appelle la niche de l'espèce, donc c'est-à-dire que ça va au-delà des limites administratives, et donc c'est important d'avoir l'ensemble du jeu de données sur la répartition pour pouvoir voir comment ces répartitions vont évoluer en fonction des scénarios du changement climatique. Donc c'est indispensable de travailler en collaboration avec tous les autres pays où on retrouve ces différentes espèces. Alors les zones humides. Alors effectivement, peut-être, parce qu'on parle beaucoup de sentinelles du climat, mais peut-être pour expliquer une définition, effectivement les sentinelles du climat, c'est vraiment des espèces importantes qui vont être indicatrices des effets du changement climatique où des fois c'est pas forcément visible comme ça, donc ça va être vraiment des espèces qui vont nous permettre de pouvoir mesurer justement ces changements. Et pour choisir ces espèces, on peut y associer différents critères. Et donc ici, sur cette diapo, vous avez ces différents critères qui sont présentés. Donc tout d'abord, ce sont en fait des espèces qui vont avoir plutôt des capacités de déplacement faibles. Donc ça veut dire on va choisir des espèces qui vont nous permettre d'étudier localement ce qui va se passer par rapport au climat qui va changer donc directement à l'échelle locale. Ensuite, on va avoir un deuxième critère, c'est des espèces qui vont être liées à des milieux spécifiques, c'est-à-dire des espèces, par exemple, on va parler justement des zones humides, donc des espèces spécifiques à ces milieux. Le troisième critère, c'est bien sûr qu'elles ont une sensibilité climatique, donc c'est des espèces en fait qui vont, c'est les premières espèces qui vont répondre au changement climatique, donc ça va être vraiment des sortes de systèmes d'alerte du changement. Ensuite, il faut avoir une bonne connaissance de la biologie, c'est ce qu'on disait, c'est pour comprendre ce qui est de la part du changement climatique, d'autres facteurs qui pourraient interagir avec la réponse. C'est vraiment important de comprendre et d'avoir la connaissance de ces espèces. Ensuite, comme on est sur la question du changement climatique, on est vraiment sur du long terme. Donc là, l'idée, c'est d'avoir des protocoles simples qui vont nous permettre d'observer ces espèces sur 10, 20, 30 ans. C'est très important d'avoir des séries de données importantes. Et puis enfin, donc, les objectifs de conservation, puisque c'est important d'avoir ces espèces effectivement en lien avec la conservation de la nature. Donc plus spécifiquement, en fait, par rapport aux orchidées, c'est vrai qu'on a parlé des orchidées qui vont profiter du changement climatique, mais il y a aussi des orchidées qui vont être en déclin. Et nous, c'est particulièrement ça qui va nous intéresser, c'est finalement les espèces qui vont être menacées, et donc les espèces qu'on va retrouver en zone humide. Au-delà de ça, quand on va travailler sur tout ce qui est action de restauration ou conservation de la nature, donc on va s'appuyer par exemple sur ces espèces d'orchidées, mais il faut ouvrir l'étude à une approche multitaxon. Ça, c'est aussi très important. Là, on parle, voilà, on développe la connaissance sur ces espèces-là, mais il faut accompagner ça des autres espèces qui, elles aussi, répondent au changement climatique. Et d'ailleurs, donc on parlait d'espèces qui profitaient du changement climatique, et on peut faire le pendant avec d'autres espèces qu'on retrouve notamment en zone humide, comme par exemple la rainette méridionale, qui profite justement du changement climatique. Donc des espèces d'affinité méditerranéenne qui ont tendance à monter, à aller dans des milieux qui deviennent favorables, finalement, avec le réchauffement du climat. D'autres espèces aussi qu'on peut retrouver dans les zones humides, comme les odonates, qui, elles, sont particulièrement intéressantes. On retrouve, en fait, pour ces espèces, le fait que les zones humides sont importantes, notamment pour la reproduction de ces espèces-là. Donc, c'est très important d'avoir ces milieux.
Et on a notamment aussi des espèces boréo-montagnardes en libellule. Donc c'est pareil, c'est le type de réponse qu'on retrouve pour les orchidées, c'est-à-dire des espèces à affinité froide qui vont avoir plutôt tendance à être en déclin sur certains secteurs et peut-être remonter aussi en fonction du climat et des conditions climatiques favorables. Une autre espèce aussi pour vous montrer qu'on parle de ces effets du changement climatique, mais il y a aussi dans les milieux urbains notamment, on peut retrouver toute une biodiversité qui peut se développer, notamment si on met en place des petites zones humides, par exemple à Paris, où il y a une biodiversité qui peut se développer, et notamment ici, c'est l'alite accoucheur qu'on a observé dans le jardin Pierre-Emmanuel, qui est juste à côté du parc du Père-Lachaise. Donc, restaurer la nature aussi en ville, c'est aussi développer une biodiversité exceptionnelle. Le triton marbré, donc ça c'est une autre espèce, je vais vous montrer justement en lien avec ce que disait Solène, qui a montré qu'il y avait peu d'observations pour l'instant sur les orchidées en région Île-de-France, mais on voit qu'on a quand même ces espèces où on a commencé à observer. Eh bien, les jeux de données et notamment les observations de sciences participatives sont vraiment très très importantes parce que par exemple, avec la modélisation justement, là ici c'est l'exemple du triton marbré, mais si on s'imagine que dans les années à venir, on a de plus en plus de données sur les orchidées, on pourra faire le même travail. C'est en fait de modéliser la modification de la répartition des espèces. C'est-à-dire que, par exemple, ici, vous voyez avec la carte qui est sur votre gauche, pour le triton marbré, on peut essayer de voir dans le futur comment pourrait évoluer potentiellement son aire de répartition. Et en rouge, vous avez potentiellement, pour un scénario le plus pessimiste, une perte potentielle de ces zones actuellement où il est présent, puisque le climat deviendrait a priori défavorable avec ces scénarios pessimistes. Et avec ces informations, on peut aussi aller vers des cartes de zones d'intervention et des zones à enjeu pour aller sur des actions de restauration, voire de création aussi de milieux. Donc là, par exemple, vous avez une carte à votre droite qui présente les enjeux pour l'instant actuels en région Île-de-France. Plus on va vers des zones bleu foncé et plus c'est des zones à enjeu, principalement donc pour les petites zones humides, pour aller mettre en place des actions de restauration ou de création. Pour les orchidées, en fait, c'est à venir, hein, ce genre d'études. Il faut préciser que Fanny Mallard, vous nous parlez de ces écosystèmes, parce que forcément, les orchidées ont aussi besoin d'écosystèmes qui sont sains pour pouvoir se développer. Exactement. Dans ces écosystèmes, donc notamment les zones humides, on en a vu justement comme espèce, il y a l'Epipactis palustris, qui est une espèce d'orchidée qu'on retrouve en zone humide et qui est vraiment reliée en fait à l'hydrologie de ces zones humides. Et comme avec le changement climatique, on va de plus en plus avoir d'assèchement et puis aussi avec toutes les activités humaines, on a des destructions, dégradations des zones humides. Eh bien, ça va entraîner une disparition de ces espèces. Donc, il y a vraiment une importance pour aller sur la protection de ces zones où il nous reste encore quelques stations en région Île-de-France, parce qu'avant, elle était beaucoup plus répartie. Et maintenant, c'est un peu plus restreint. Donc, il faut aller sur des actions de restauration et de création et des chantiers participatifs. L'heure qui tourne, mais on va juste préciser aussi quand même et continuer quelques minutes avec vous, Fanny Mallard. C'est préciser que depuis le siècle dernier, donc près de 90% des zones humides ont été perdues et qu'aujourd'hui, moins de 1% du territoire contient les mares et petites zones humides, c'est moins de 1% du territoire, alors que ces zones humides abritent 20% de la biodiversité et des espèces protégées, c'est ça. Exactement. Donc, d'où l'importance de les protéger et aussi d'essayer d'aller sur de la restauration, parce que ça va être vraiment ces petites zones humides en France, dans le territoire, ça va être des milieux clés aussi pour l'adaptation des espèces vulnérables de zones humides, puisque grâce à ces petites zones bien connectées,
on va pouvoir avoir des espèces qui vont pouvoir retrouver des conditions favorables en fonction du changement climatique. Donc restauration, conservation, préservation, réintroduction. Peut-être sur ce sujet, on peut faire un tour de table. Disons, c'est vrai qu'on s'aperçoit qu'il y a des espèces qui vont disparaître de manière avec des multifacteurs. Donc si en plus on impacte les milieux, on va accélérer en fait ces disparitions. Et puis on s'aperçoit aussi que avec le réchauffement climatique, ces espèces-là qui vont remonter vers le nord, va falloir les accueillir, je dirais, et en tout cas qu'il y ait des milieux favorables pour les accueillir. C'est-à-dire que on pourrait imaginer avec un scénario catastrophe en fait qu'elles disparaissent de la zone méditerranéenne parce que le climat devient beaucoup trop chaud pour elles. Mais il faudrait aussi qu'en parallèle, on ait des milieux favorables à la conservation pour les accueillir et qu'elles puissent s'implanter. Si jamais elles arrivent chez nous et qu'en fait elles font face à une barrière et elles ne trouvent pas les milieux ou des zones humides, des prairies humides comme le Serapias lingua, je disais, en fait, qui arrive chez nous, mais il lui faut des milieux temporairement humides. Et si jamais elle ne trouve pas ce milieu-là, en fait, elle va régresser vers le sud et pas progresser vers le nord. Donc c'est vrai que la préservation des milieux, c'est un grand cheval de bataille, plus que presque la conservation des espèces. Je dirais qu'en fait, quand on arrive, nous, conservatoires, à devoir conserver une espèce, mettre en place un renforcement, mettre en place une action pour recréer une station, c'est qu'il y a eu un échec finalement. C'est qu'on arrive au bout du bout et il y a un échec et on met un pansement là où il aurait fallu avoir une action plus globale. Il faut préciser que le conservatoire travaille aussi avec les collectivités et aide à la décision publique. On pourra peut-être en parler avec le public aussi, notamment, et qu'il y a tout un travail de sensibilisation des citoyens. Fanny Mallard, sur Oasis du climat et de la biodiversité, quelques éléments peut-être avant de donner la parole au public. Oui, effectivement, parce que là, on regarde tout ce qui est l'aspect un peu pessimiste lié au changement climatique, les impacts, etc. Mais il faut aussi se dire qu'on peut nous aussi agir sur le terrain. Donc effectivement, on a parlé des sciences participatives, donc ça c'est une des actions. Mais il y a aussi tout ce qui est chantier participatif. Donc là, vous avez vu quelques photos où avec des associations, mais aussi pas mal d'acteurs sur le territoire. Il y a des chantiers nature qui se font. Donc, n'hésitez pas aussi à aller participer à ces actions-là pour essayer de recréer des milieux et les protéger. Et puis, il y a aussi le fait que chez vous, si vous avez un jardin, tout simplement, essayer de recréer une petite mare chez soi, eh bien, c'est recréer un petit milieu humide. Donc, n'hésitez pas aussi à essayer d'avoir une action concrète auprès de chez vous. Et d'ailleurs, si ça vous intéresse d'en savoir plus sur les actions et comment créer une petite mare, par exemple, chez vous, vous avez sur le site internet les Oasis du climat et de la biodiversité. Du coup, deux axes qui vous permettent d'avoir comment on crée une mare, donc des petits guides, et puis aussi restaurer, entretenir votre mare une fois que vous l'avez créée. Autre action possible, donc Sébastien Filoche, avec les collectivités, comment vous les incitez concrètement peut-être à agir aussi, parce que tout le monde n'a pas un jardin, notamment en région parisienne, et que les mares, on peut peut-être les retrouver aussi dans des espaces publics. C'est l'appui à la gestion, c'est la mise en place de gestion différenciée dans les parcs urbains, éviter les tontes. Et puis après, pour l'aide à la décision, c'est la publication de cartes d'alerte. Tu parlais de cartes d'alerte sur les mares, mais de notre côté, c'est production de cartes d'alerte sur la répartition des espèces protégées, des espèces menacées, qui permet, lorsque l'on a une étude d'impact, une visualisation directe de l'impact potentiel que peut avoir les travaux. Et ça aide surtout à éviter finalement, c'est-à-dire que de savoir qu'ici il y a une espèce qui est menacée, qui est protégée, et que le dossier ne passera pas en commission, qu'il vaudra mieux éviter la zone. C'est un impact un peu... c'est une conséquence indirecte qui n'est pas palpable de ce que l'on diffuse, mais qui a une grande importance. La preuve, c'est que en fait, lorsque notre serveur tombe en panne, on a des dizaines d'appels téléphoniques dans la journée pour savoir quand est-ce qu'on remettra le système en route. Allez, question dans la salle.
N'hésitez pas à lever la main pour ceux qui ont envie d'en savoir plus sur tel ou tel point évoqué. Alors oui, monsieur. J'ai une question sur les cartes de répartition Lobelia. Vous dites qu'il y a des espèces notamment qui peuvent sauter entre guillemets des kilomètres et des kilomètres, voire des centaines de kilomètres, pour en fait se retrouver dans une région totalement différente de celle dont elles étaient présentes initialement. Comment vous pouvez l'expliquer ? En fait, alors certaines plantes et les orchidées ont une grande capacité de dispersion au niveau de leurs semences. Il y a aussi finalement les transports routiers, hein, les pneus. Le plus souvent, c'est des espèces qu'on va le retrouver sur un talus routier, en bord de route. La première... L'orchis de Robert là, est arrivé a été vu sur un bord d'autoroute, par exemple. Il y a aussi les implantations liées à les toitures végétalisées, l'arrivée d'engins, de terrassement, etc. Vont amener en fait les semences. Après. Normalement, il faudrait qu'il y ait une association avec un champignon. Donc, on peut penser aussi que voilà, il y a des choses qui se passent avec le réchauffement climatique qui vont faire que ces espèces-là vont s'implanter. Ça répond à votre question, à peu près. Monsieur, allez-y. Bonsoir. Je dirige un service espace vert pour un grand bailleur parisien, plus de 850 jardins. Et on a accueilli un étudiant l'année dernière sur la présence d'orchidées à Paris. Donc 850 jardins qui sont aussi autant de petits confettis répartis dans tout Paris, hein, parce que ça ne s'inscrit pas dans la trame verte ou bleue. Et donc Anacamptis, Orchis Book, Orchis Bourdon, on en a trouvé pas mal. Et sa conclusion, c'était visiblement, c'est lié à la présence du bon fonctionnement de la rhizosphère souterraine. Et je voulais avoir votre avis par rapport à ça. Très souvent, on m'a dit aussi qu'ils étaient inféodés à des insectes butineurs. Enfin voilà. Donc, mais dans Paris, il y en a plein. Les orchis book, en plus, elles se repèrent facilement à l'odeur. Mais voilà, donc, et je pense que ça passe d'abord et avant tout par la connaissance. Vous avez indiqué tout à l'heure, éviter de tondre. Nos jardiniers, on les a formés à les reconnaître pour qu'ils fassent le tour avec la tondeuse. Et en même temps, quand on le fait, pour les locataires, c'est aussi une source d'émerveillement. Quand on leur dit, vous êtes dans Paris, vous avez les orchidées sous vos fenêtres, wow, ça surprend, quoi. Mais ouais, la question c'était pourquoi est-ce qu'elles sont là? Pourquoi est-ce qu'elles sont arrivées là, qu'elles arrivent à tenir? Qui veut répondre? Sébastien Philos. C'est ce que je disais. Je pense que le fait qu'on ait des hivers beaucoup plus doux, alors sauf cette année, on a un petit peu plus froid, mais il y a eu des hivers complets sans gelée. On a des printemps très précoces. On a eu les 4 dernières années, avec des pluies hivernales importantes, et puis juste derrière, en fait, des moments de sécheresse. On sait par expérience que ça favorise les orchidées, ça favorise aussi les orobanches d'autres espèces. Là, ce qui se passe, c'est que ces éléments-là, qui étaient un peu climatiques exceptionnels, maintenant sont récurrents, et donc du coup, on peut imaginer que ça favorise complètement les orchidées. Après, on parlait de multifacteurs. Il est aussi possible que on a le fait qu'on ait limité les intrants, les herbicides. On s'aperçoit aussi, et ça c'est économique, que ça coûte cher d'entretenir les talus de route, que ça coûte cher d'entretenir les ronds-points, etc. Et que du coup, au lieu d'avoir un entretien qui était de 3-4 fois dans l'année des talus routiers, maintenant on coupe une fois dans l'année. Ça permet à l'orchidée de s'exprimer, d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la semence, et ensuite de pouvoir coloniser d'autres milieux. Donc tous ces facteurs-là font que probablement, voilà, on a une augmentation, on a une colonisation des orchidées beaucoup plus thermophiles, et qu'on va retrouver dans Paris. On retrouve au Jardin des Plantes même dans Paris. Denis Lerpin.
Il y a 6 espèces d'orchidées qui sont apparues spontanément dans le jardin des plantes. Voilà. Alors on ne dit pas où elles sont, mais en se promenant, on pourra les découvrir. C'est les communes, les habituelles. Hein. Voilà, l'Anacanthis en premier, bien sûr, l'orchis pyramidale, mais d'autres également, dont des Ophrys. C'est pour ça que aussi le message est positif, c'est-à-dire que dès que, alors pas pour toutes les espèces, mais sur certaines espèces, en fait, on s'aperçoit que pour la flore, il y a un niveau de résilience qui est important, et il suffit que, en fait, on mette en place la bonne gestion pour que derrière les espèces recolonisent les milieux. Elles ont besoin de quels pollinisateurs, insectes, pour justement continuer à évoluer et à se reproduire, les orchidées? Oui. Je ne suis pas un gros spécialiste. Il y a plein de petits hyménoptères spécialisés. Certains sont spécialisés d'une orchidée. C'est ce qui pose, en fait, qui nous questionne aussi sur, l'Ophrys miroir, qui est un ophrys dont le pollinisateur, en fait, est présent que en Sardaigne. A priori, même en Corse, en fait, on n'a pas le pollinisateur, mais cependant l'espèce continue à progresser, et donc on pourrait imaginer quand même que le pollinisateur progresse aussi peut-être avec son orchidée, mais c'est vrai que habituellement, en fait, au niveau des conservateurs, on considérait que l'Ophrys miroir est plutôt accidentelle, en fait, sur la partie continent, qu'elle était réellement présente en Corse, Sardaigne, mais que sur le continent, en fait, c'est des arrivées de semences. La semence arrive, l'espèce en fait arrive à fleurir. Par contre, elle va pas produire de semences parce que l'insecte n'est pas présent. Sauf que là, l'espèce continue à progresser via la façade atlantique. Alors, c'est des tout petits points, mais voilà, on s'interroge. Étudier, à continuer à observer. On peut imaginer effectivement, comme disait monsieur, que depuis l'interdiction des intrants chimiques, l'utilisation en ville, en tout cas dans les communes, vous avez peut-être remarqué aussi certaines espèces revenir ou être plus à même de se développer quand même? Oui, on a étudié les cimetières, par exemple, un élément un peu peut-être anecdotique, mais sur les cimetières, il y a 20 ans, lorsqu'on allait dans un cimetière, on arrivait à avoir une vingtaine d'espèces. 30 espèces, lorsque vraiment le cimetière était bien 40 espèces. Maintenant, avec l'arrêt en fait des intrants chimiques dans les cimetières, on peut facilement avoir 80-90 espèces dans les cimetières. Là, on a un effet immédiat, même dans Paris, hein, certainement, les trottoirs, vous avez beaucoup plus d'espèces, beaucoup plus de plantes. Oui, il y a quelques espèces. Alors, j'ai pas montré, mais le bleuet, par exemple, que vous connaissez bien, le bleuet était pratiquement en voie de disparition il y a 25 ans. On n'en voyait plus. Tout le monde se plaignait qu'on voyait plus de bleuet dans les champs. Maintenant, l'espèce recolonise les grandes cultures. Pareil, multifacteur. Hein, c'est pas forcément lié au réchauffement climatique. C'est plutôt l'amélioration du tri des graines, peut-être l'adaptation du bleuet, etc. D'autres questions? Oui, monsieur, n'hésitez pas. On va vous amener un micro. Oui, est-ce que finalement les conditions édaphiques et les conditions phytosociologiques, les conditions environnementales ne sont pas plus importantes que le réchauffement climatique? On a l'impression que le réchauffement climatique n'aurait pas l'effet qu'il a si les milieux, quant à leur biodiversité, qui peuvent accueillir ces orchidées et toute la vie en général, étaient beaucoup plus préservés. Et pourraient peut-être, en termes de restauration, être multipliés avec une certaine densité sur le territoire, des couloirs de continuité, etc. Et deuxièmement, la biologie actuelle, en fait que vous travaillez surtout sur des jeux de données. Mais vous semblez ne pas trop travailler sur la recherche proprement dite biologique et physiologique de ces plantes qui vont réagir d'une certaine manière au réchauffement climatique. Parce que le réchauffement climatique, c'est assez complexe. Est-ce que les orchidées réagissent
au niveau de leur capacité de floraison, de leur vitalité du pollen, de leur capacité nutritionnelle. Est-ce que c'est lié à des sommations thermiques? Est-ce que c'est lié à des événements climatiques exceptionnels où on a des températures létales importantes? Est-ce que ça modifie la photosynthèse? Vous voyez, c'est important aussi de comprendre pourquoi le réchauffement climatique, les sécheresses, etc., agissent sur les plantes pour peut-être mieux trouver des solutions. Et je ne sais pas si le fait de traiter des quantités de données importantes, sans qu'on sache rattacher ça à la physiologie de la plante, va vous permettre de progresser, parce que l'explication reste une boîte noire dans la majorité des cas. Or, il faudrait tout de même mieux comprendre au niveau de la réaction des plantes ce qui se place. Réponse physiologique, hein, c'est ce que vous voulez dire notamment. Hein. Qui veut répondre? Et en sachant que, vous l'aurez tous compris aussi, la recherche est en cours. Et on imagine qu'on peut améliorer aussi les dispositifs ou aller plus loin. Et probablement que des chercheurs recherchent aussi sur les terrains que vous évoquez, monsieur. Allez-y, Solène. Oui, bon, dans le cadre du CESCO, du coup, c'est plus les analyses de données. Mais il y a quand même d'autres équipes de recherche qui travaillent justement sur ces évolutions-là chez les plantes. Et par exemple, en faisant mes recherches, là, j'ai tombé sur un programme de sciences participatives où, en Grande-Bretagne, ils avaient vu qu'il y avait des changements de phénologie en comparant du coup des jeux de données, des périodes de floraison anciennes et actuelles des plantes. Et il y a aussi des recherches qui sont effectuées pour voir les variations intraspécifiques, si c'est ça votre question, pour voir du coup si au cours du temps, il y a des modifications de caractéristiques des plantes. C'est ça que... Après, moi, dans le cadre de ma thèse, par exemple, j'essaye de caractériser les espèces par rapport à des traits fonctionnels ou des traits floraux. Et ça, pareil, il y a d'autres équipes de recherche qui travaillent là-dessus. Donc, ça permet quand même de caractériser ces espèces-là qui s'en sortent mieux que d'autres. Et je ne sais pas si vous avez des choses à compléter ou pas. Mais... Oui. C'est un vaste programme. Comme je le disais, c'est vrai qu'on voit, pour revenir aux orchidées, on voit une orchidée qui était liée à des milieux oligotrophes, qui colonisent maintenant des friches. Qu'est-ce qui s'est passé? On peut penser qu'il y a eu une adaptation. Laquelle adaptation? Ça, il faudrait, oui, étudier un peu plus. Sur l'aspect phytosociologique, je ne suis pas sûr qu'il y ait eu des grosses modifications. Comme je disais, les pelouses calcicoles, par exemple, en Île-de-France, ne progressent pas. On a toujours les mêmes milieux. On s'aperçoit juste que et elles évoluent plutôt mal, c'est-à-dire qu'elles vont plutôt se refermer et donc devenir de moins en moins favorables à certaines espèces et à certaines orchidées. Par contre, on voit toujours ces orchidées progresser et comme je le disais, elles ont trouvé un autre milieu à coloniser qui sont les talus de route, les ronds-points, etc. Je ne suis pas sûr qu'il y ait une adaptation, là, pour le coup, physiologique. Comme je dis, peut-être il y a ces fauches qui sont beaucoup moins fréquentes, mais aussi ce climat, on voit bien que par l'orchis pyramidale, elle arrive par les zones chaudes, par les zones, les coteaux de Seine, avec toutes ces pelouses calcicoles, ou par le sud via l'Essonne. Donc elle colonise quand même, il n'y a pas de changement au niveau des milieux des végétations. Alors rapidement, Fanny Mallard, parce qu'on arrive au terme de la rencontre. Oui, c'était pour vous dire que votre question, elle est pertinente. Tout ce qui est carte de modélisation, c'est la modélisation corrélative, donc qui va corréler différentes variables. Donc ça nous donne des tendances générales de répartition, comment on pourrait évoluer avec aussi les scénarios du climat. Donc tout ça, c'est à prendre effectivement avec des pincettes parce qu'il y a beaucoup d'incertitudes déjà dans le cadre des scénarios du changement climatique. Puis en plus, on rajoute l'incertitude côté espèce, répartition.
Et effectivement, dans les articles scientifiques et la recherche, en fait, on identifie 3 réponses spécifiques des espèces au changement climatique. Il y a effectivement la répartition, il y a la phénologie, dont on a parlé, donc effectivement le fait que les orchidées pourront décaler leur floraison en fonction du climat et des changements de saison, et en plus la relation justement avec leurs pollinisateurs, c'est-à-dire que si il y a une désynchronisation entre le pollinisateur et la floraison de l'orchidée, par exemple, il pourrait y avoir des problématiques de reproduction de l'espèce. Et effectivement, le troisième effet, c'est sur la physiologie des espèces. Et là, c'est encore une autre question de recherche. Et tout ça, en fait, ça nous donne que des hypothèses et des tendances, mais ça nous permet déjà d'identifier comment on pourrait évoluer théoriquement, comment ça pourrait se passer sur les territoires, et nous amener à prendre en considération ça dans tout ce qui est action et restauration. Sébastien Filoche. Ouais, peut-être juste très court, une anecdote sur l'adaptation. En fait, dans notre banque de semences, on avait Viola arvensis, la violette des champs. Et en fait, on a récupéré nos graines qu'on avait récoltées il y a 25 ans. On a fait fleurir les plantes et on les a comparées avec les populations actuelles au même endroit de Viola arvensis. Et les chercheurs qui ont étudié le cas se sont aperçus que Viola arvensis avait des fleurs de plus en plus petites par rapport à il y a 25 ans. Puisque en fait, elle ne favorisait plus l'attraction des insectes, mais favorisait plutôt l'autofécondation, puisqu'il y avait de moins en moins d'insectes. Ce sera le mot de la fin. Merci à tous les 4 et merci à vous tous présents aujourd'hui. Toutes les informations, les liens, comme d'habitude, sont à retrouver sur la page du Muséum national d'histoire naturelle. Et puis n'hésitez pas aussi à vous immerger dans l'exposition 1001 orchidées au cœur des serres du Jardin des plantes jusqu'au 10 mars. Merci beaucoup.